première et terminale en mathématiques, j'étais dans les 2 premiers. Enfin, dans toutes les matières en fait qui concernent la prépa ECG, j'étais minimum dans les 3 premiers. Si tu avais 2-3 conseils pour des lycéens qui souhaitent faire une prépa mais qui sont pas très bons en maths, Ouais. Qu'est-ce que tu leur dirais À partir du moment où on vit bien sa classe préparatoire, qu'on se met beaucoup moins de pression, ça se passe tout de suite mieux en fait. Pour revenir rapidement sur ton rôle aujourd'hui de colleur, Ouais. parce que c'est quand même extrêmement intéressant pour ceux qui nous regardent. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu apportes à un étudiant? Il faut avoir des moments où on se repose. C'est primordial pour pouvoir progresser parce que ça nous permet de prendre l'air déjà, de souffler. Ça permet de ne pas être en surcharge. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode donc, de Virage Prépa, le podcast dédié aux étudiants en classe préparatoire, ECG, ECT, également scientifique. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Adam, qui est un étudiant donc, de l'ESSEC. Vous allez voir, il a un parcours vraiment atypique. Alors, je vous invite à être vraiment attentif. Ça va vraiment être bien. N'oubliez pas surtout de vous abonner. On a beaucoup de spectateurs qui ne sont pas abonnés. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous si vous voulez continuer à voir ce genre de contenu. Du coup, merci Adam d'être parmi nous aujourd'hui. Merci de me recevoir, Valentin. Ça me fait extrêmement plaisir. Ça fait un moment qu'on échange sur LinkedIn. Ouais. On en fait aujourd'hui ensemble. Donc, première question très rapide. Est-ce que tu peux te présenter ton parcours juste rapidement et après on rentrera dans les détails. Ok. Alors bonjour à tous, donc je m'appelle Adam FaZe. On me connaît aussi sous le pseudonyme de Faiza, notamment sur les réseaux sociaux. Parce que je suis sur Discord notamment de Major Prépa, parce que je suis pas mal impliqué sur ce réseau-là. Alors j'ai fait 2 ans de prépa au lycée Janson de Sailly à Paris. Avant ça, donc moi je suis originaire du centre de la France, donc je viens de Limoges. Et j'ai effectué une année de cube ensuite au lycée IPSUP à Paris. Et j'ai intégré l'ESSEC en septembre 2023. Donc je suis ici pour échanger avec Valentin et pour vous livrer pas mal de conseils. Ok. Good, merci encore une fois d'être présent parmi nous. Donc, pour revenir rapidement sur ton parcours académique, tu m'as dit que tu as fait 2 ans à Janson, tu n'as pas obtenu ce que tu voulais. Tu as eu jusqu'à l'EDEC? J'ai eu jusqu'à l'EDEC, effectivement. Okay. J'ai eu EDEC EM en carré. Et je voulais vraiment une parisienne à l'issue de mes concours en carré. Donc, comme j'avais des amis qui ont bien vécu leur expérience de cube, ça m'a pas mal encouragé à effectuer cette expérience. On rentrera un peu plus dans les détails sur la cube ou non après. Qu'est-ce qui fait que tu as vraiment voulu voulu avoir une parisienne? J'ai vraiment voulu avoir une parisienne parce qu'en prépa, on a quand même, notamment dans les prépas parisiennes, on a quand même pas mal de pression, mais on a beaucoup d'encouragement autour des parisiennes pour les concours. C'est-à-dire que les sujets que l'on traite, c'est très axé autour des sujets parisiens, notamment en mathématiques. On nous matrix un peu la tête avec le top 3 en classe préparatoire. Ça dépend encore de la classe préparatoire, mais généralement, dans les prépas parisiennes, c'est plutôt ça. Et donc, j'ai pas échappé à la règle et j'ai été aussi très, très focus top 3 dès mon entrée en fait, en classe préparatoire. Ce qui m'a pas mal aidé d'ailleurs à avoir un bon mental pour les concours, pour toute ma classe préparatoire, tout au long de ma classe préparatoire. Et donc, et je savais aussi également que c'était la catégorie d'école qui permettait d'offrir toutes les portes, qui permettait d'ouvrir toutes les portes aux étudiants dans le monde professionnel. Donc je me suis dit il faut absolument que je mette tout en œuvre pour avoir une parisienne. Donc voilà. C'est bien que tu parles de ça parce que encore une fois aujourd'hui je pense qu'on ne parle pas assez de l'importance de décrocher un top 3 pour toutes les personnes qui cette année n'ont pas forcément eu un top 3, qui pensent à QB ou non. Est-ce que toi du coup tu leur conseillerais de QB? Si oui, sous quelles conditions? Sinon Ok. Alors c'est vrai que la question de la cube elle est quand même assez difficile. Elle est quand même assez difficile parce qu'elle dépend en réalité de chaque préparationnaire. Voilà, la relation avec le stress, son aptitude ou non à se relever d'un échec, etc. Pour moi, il n'y a pas de bonne raison de QB, il n'y a pas de mauvaise raison de QB. Ça dépend de son profil. Si on juge qu'académiquement, on ne pourra pas faire de grands progrès, pour moi, mieux vaut intégrer en carré. Mais il y a des profils qui sont plus aptes à QB ou non. Et en tout cas, je le vois dans certains de mes élèves aujourd'hui qui veulent QB ou non.
Il y a des profils qui voilà, sont plus risqués que d'autres, notamment quand en carré, on obtient une école, par exemple, du top 5, et qu'on a eu de très bonnes notes en philosophie, enfin en culture générale, ou en synthèse de texte, ou en géopolitique. Très bonnes notes autour de 16, voilà, 15, 16, 17. Ça peut être compliqué de refaire la même performance. Donc là, C'est aléatoire, quoi. ouais, c'est plus aléatoire. En fait, la marge de progression en cube, elle est surtout autour des langues et des mathématiques, ou en mathématiques, qu'importe son niveau de deuxième année, on peut effectuer des progrès. Et, c'est pas surprenant de voir un carré obtenir 5 points de plus en cube en travaillant efficacement les maths. Et donc voilà, il y a une question autour des matières à prendre en compte en fonction de ses notes au concours. Et il y a aussi, il faut aussi, je pense, bien que c'est très important d'avoir une parisienne pour la suite, il faut aussi relativiser l'écart entre les catégories d'école. C'est-à-dire que, par exemple, si vous n'avez pas eu une top 5, dans la plupart des cas, c'est très intéressant de cuber pour avoir un top 5 parce que il y a très peu de portes en réalité que l'EDEC et l'EM n'ouvrent pas par rapport à une parisienne. Il va y en avoir 4 ou 5, mais ça reste quand même des voies assez élitistes. Mais sinon, si on a eu en dessous du top 5, pour moi, il y a plus un écart entre top 5 et le reste que entre top 5 et top 3, bien qu'il y en ait un. Ouais. Donc, si par exemple on a eu l'EDEC de manière un peu surprenante, c'est-à-dire qu'on n'était pas de manière un peu surprenante, oui. Si on n'était pas par exemple bon en prépa et que sur un coup de chance on a eu une très bonne note en philo ou en géopolitique, ça peut être risqué de cuber parce que c'est pas surprenant qu'il y ait des gens qui aient la même école, Ouais. surtout sur le top 5. Par contre, si on a eu par exemple une contre-performance totale et qu'on a eu, je sais pas, par exemple Audencia ou Schema, il y a beaucoup moins de risques à avoir une moins bonne école l'an prochain. Puisque plus on monte dans les écoles, plus les maths ont un coefficient important. Et comme c'est la matière la plus sûre, entre guillemets, au concours, si on a fait des bons progrès, il n'y a pas de raison d'échouer l'année d'après. Ok. Donc, Non, mais c'est vraiment voilà. intéressant. C'est vraiment intéressant par rapport à ça. Et effectivement, je pense qu'il y a une vraie question par rapport au profil des personnes. Mm. Et voilà, si c'est vraiment une contre-performance, bah, Mm. t'as pas trop de risques. Mais si tu pensais avoir un top 7, top 8 et qu'au final tu as un top 5, bah, là, Voilà. forcément, vas-y, quoi. Ouais, exactement. Donc ça, ok, c'est cool. Maintenant, par rapport à ton parcours à toi, là aujourd'hui, tu es colleur. Ouais, exactement. Est-ce que tu peux parler un peu plus de ça en profondeur? Je pense que ça Ouais, va bien sûr. intéresser. Alors, je suis colleur actuellement en classe de cube, donc maths approfondie et maths appliquée à IP Sup. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir. Une prépa privée à Paris, du coup. Ouais, prépa privée à Paris. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir voir, voilà, de me mettre derrière, de l'autre côté, en fait, très rapidement, puisque dès ma sortie de classe préparatoire, j'ai eu la proposition de ce poste-là via les professeurs que j'avais eu en classe de cube à IP Sup. Et donc j'ai pu très rapidement voir en fait du point de vue du colleur, de l'examinateur, les erreurs fréquentes, les erreurs éliminatoires, la capacité des étudiants à produire un bon travail oral en live. Et donc là aussi on peut voir, enfin c'est pas difficile de progresser à l'oral, notamment en mathématiques. Et même en fait en entretien, puisque je suis également juré en entretien à Janson de Sailly. Et donc ouais, c'est une expérience très enrichissante. Et en tout cas, je pense que voilà, avoir des colleurs qui viennent d'intégrer, des professeurs voilà, qui sont Qui ont bien passé les installés, concours il y a qui ont passé, ou très alors qui n'ont longtemps. même pas passé les concours ECG, donc ils ne connaissent pas forcément les attendus le jour J, puisque les intégrés, c'est quand même encore très frais dans leur tête. Et ils ont un souvenir très frais de leur expérience à l'oral lors de leurs épreuves orales des concours. Donc Donc oui. toi, avec toute l'expérience que tu as aujourd'hui en tant que colleur, Ouais. en tant que cube aussi, hein, mine de rien, parce que 3 ans, c'est pas 2 ans. Mm. Si tu avais le choix aujourd'hui de refaire la même chose, Ouais. en ayant soit la possibilité de te faire aider par des anciens étudiants comme toi aujourd'hui, ou par des professeurs un peu qui ont passé les concours il y a quand même longtemps, pas forcément un ECG, qu'est-ce que tu préférais honnêtement aujourd'hui? Je préférerais largement avoir des colleurs étudiants qui viennent d'intégrer. Ouais. Parce que vraiment, je me rends compte, j'en ai eu également, enfin à Janson de Sailly, on avait quand même des
On a quand même cette Ouais, séparation. à Virage Prépa, il y en a pas mal qui Ouais. sont en colère à Janson, Exactement. ESH On notamment. a une séparation quand même entre. Enfin, il y a les deux. Il y a les deux. Il y a des professeurs qui sont plutôt âgés, qui ont été, voilà, qui ont passé des concours, pas forcément ECG, mais il y a quelques années quand même. Et des étudiants, en fait, des colleurs qui ont intégré leurs écoles il y a 1 an ou il y a 3 ans maximum. Et donc, moi, j'ai pu voir la différence entre les deux. Et je préférais, en tout cas par rapport à l'expérience que j'ai eue des concours avec le recul, les étudiants intégrés préparent mieux aux épreuves orales que les professeurs qui sont Ok. installés depuis très longtemps, qui n'ont pas forcément conscience des mises à jour qu'il y a pu avoir Mm. lors des épreuves orales et qui, voilà, c'est beaucoup moins frais dans leur tête. Donc Ok. oui, je préférais largement pencher vers des étudiants intégrés lors de ma préparation aux oraux. Ok. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment encore Virage Prépa aujourd'hui, c'est une prépa complémentaire en ligne qui aide les étudiants donc, à intégrer au minimum le top 5 des grandes écoles de commerce. Et nos professeurs à nous sont que des personnes comme Adam aujourd'hui, donc d'anciens étudiants de prépa, cube ou pas cube, peu importe, qui ont intégré un top 3, donc HEC, ESSEC, ESCP, et qui sont aujourd'hui également calleurs dans différents lycées parisiens. On en a à Auch, on en a à Janson, IPSUP aussi donc aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Chacun doit se faire son avis, évidemment. Mais voilà, ça c'est aujourd'hui Virage Prépa et on n'a que des profils comme Adam au sein de nos équipes. Et aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne. Donc si vous êtes potentiellement intéressé, n'hésitez pas aussi à nous écrire sur Instagram sous le nom de Virage Prépa ou sur notre site internet. Euh, donc voilà. Maintenant, par rapport au lycée, rapidement, Ouais, tu étais dans un lycée vers Limoges, tu m'as ouais. dit. Ouais, Ok. donc un lycée plutôt moyen. Ouais. Un lycée plutôt moyen qui intègre, enfin qui envoie très peu d'étudiants, enfin en tout cas de lycéens en classe préparatoire. Comment tu as Donc, réussi à décrocher l'ensemble? alors, parce que dans mon lycée, donc qui était très moyen, voire pas très bon, j'arrivais quand même à me différencier des autres étudiants, notamment en termes de notes et en termes de classement dans la classe, parce que ça c'est le plus important. En Mm. réalité, le classement, c'est-à-dire si on vient d'un très très grand lycée parisien et qu'on est voilà, qu'on a 14 de moyenne mais on est cinquième de classe, on a plus de chances d'intégrer des grandes prépas que si on vient d'un petit lycée et qu'on est seulement deuxième mais Mm. avec des notes moins bonnes. Donc moi j'avais la chance d'être dans un petit lycée et de pouvoir me différencier plus facilement du reste. Mm. Donc dans les matières propres à la prépa ECG, j'étais dans les deux premiers, notamment en maths ou au lycée Première terminale? en première et terminale, ouais. Première et terminale en mathématiques, j'étais dans les deux premiers et premier en terminale. Et en spé maths d'ailleurs, parce que moi j'ai fait la transition avec, j'étais encore sous le bac S, Mm. donc en spé maths aussi. Et en géopo, enfin en histoire géo, en culture, enfin en philosophie, enfin dans toutes les matières en fait qui concernent la prépa ECG, Mm. j'étais minimum dans les trois premiers. Et Donc par rapport rapidement aux maths au lycée, ouais. euh, comment tu as réussi à devenir vraiment bon? Est-ce que tu avais des facilités? Mm, Est-ce que tu as travaillé intelligemment? mm, Comment tu as fait pour vraiment être bon en maths mm. et poursuivre jusqu'à aujourd'hui? Ok. Bah, en réalité, au lycée, pour être tout à fait honnête, j'avais pas mal de facilité. Je travaille très très peu les maths en réalité. Mm. Ouais, parce que, d'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler, il y a quand même un gouffre entre les mathématiques du lycée et celles de la classe préparatoire Mm. en termes de difficulté. Et jusqu'en terminale, j'avais pas j'avais pas, comment dire, l'obligation de travailler énormément cette discipline. Je m'en sortais plutôt bien de manière assez naturelle. Mm. Et je concentrais plutôt mes efforts sur les autres matières type histoire géo, type philosophie, où là, à partir de la terminale, j'ai dû quand même pas mal les travailler, Mm. notamment dans cette optique Parcoursup, les 2 premiers trimestres de terminale, où à partir surtout du 2e trimestre de terminale, où là, je me suis mis quand même une sacrée déterre pour me dire bah quand même je viens d'un petit lycée, si je veux pouvoir aller en prépa à Paris, Mm. il va falloir quand même que je me mette à travailler. Et j'avais cette optique de pas avoir de regrets, notamment par rapport à ma classe de terminale. Donc là, les mathématiques au lycée, on va dire que ça a été assez naturel. Et c'est vraiment à partir j'ai quand même ressenti un petit décalage à partir de la terminale avec avec la spécialité mathématique,
notamment avec tout ce qui concerne l'arithmétique, les congruences. Donc, c'est pas forcément au programme de CS, c'est plutôt au programme, enfin ECG, c'est plutôt au programme MP, MPSI, etc. Donc là j'ai commencé à devoir faire des exercices. Parce qu'avant, au lycée, j'étais plutôt le type de profil à lire le cours, à comprendre grosso modo la manière de résoudre les exercices en cours. Et puis je relisais ça avant les DS, et puis ça y allait tout seul. Et si tu avais, si t'avais 2-3 conseils pour des lycéens qui souhaitent faire une prépa mais qui sont pas très bons en maths, Ouais. Qu'est-ce que tu leur dirais Alors en fait, je pense que ça va rejoindre le même travail qu'en classe préparatoire, mais ça va être d'apprendre le cours, évidemment. Parce que là, pour le coup, le cours en mathématiques, notamment au lycée, c'est un cours qui reste encore très utile. Ça. Très sous-côté, hein. Parce que pour le coup. S'exerce, mais derrière, si tu connais pas, tu connais pas. Non, si tu connais pas ton cours, tu peux pas aller loin. Et notamment, en plus, c'est des cours qui sont très utiles pour la suite en classe préparatoire. C'est-à-dire que en classe préparatoire, on continue à étudier des fonctions, on continue à étudier, on continue à faire des probabilités. Si tu n'as pas les bases du lycée, tu vas avoir beaucoup plus de retard. Et notamment, ça a été le plus grand choc, je pense, de ma classe préparatoire. C'était l'écart qui séparait les étudiants venant de lycées de province qui n'étaient pas du tout préparés à la prépa, et ceux qui viennent des grands lycées parisiens qui ont, pour la plupart, déjà effectué une petite partie du programme déjà de première année en mathématiques, où là, en fait, on se dit, on part pas sur la même ligne de départ. Et donc, pour tout rattraper, soit on a un gros mental et on arrive à se dire, je vais devoir plus cravacher que les autres, soit on risque de s'engouffrer dans de se dire je m'y attendais pas, c'est dur, je sais pas comment faire. Et puis là, ça peut partir facilement dans une sorte de dépression et se dire je suis pas fait pour ça. Alors que pour le coup, c'est juste une histoire de est-ce qu'on a bien travaillé en amont. Et je sais que par exemple, pour ma part, j'ai intégré la classe préparatoire donc, en 2020. Et il y avait eu 7 mois de confinement. Donc effectivement, en tant que terminal qui venait de finir son lycée, qui n'a pas eu le baccalauréat, j'ai quasiment rien fait avant d'arriver en classe préparatoire. Donc pendant 7 mois, ça a été le vide intellectuel. Alors que d'autres, pour le coup, j'ai pu notamment le voir au fil de mes discussions avec certains élèves de ma classe préparatoire, ont continué un peu à travailler pendant le confinement. Et donc la marche a été beaucoup plus simple en fait pour eux. Ouais. Et il y a pas mal de choses à faire en fait avant d'arriver en classe préparatoire pour ne pas avoir de retard. Et en fait, ça participe ensuite. Tu arrives en classe préparatoire, tu as des bons résultats, c'est un cercle vertueux, donc tu as envie de plus travailler. C'est un cercle vertueux et c'est vraiment je pense que vraiment l'état d'esprit c'est le plus important pour évoluer, en tout cas pour faire de bonnes performances, pour avoir de bonnes performances à la suite. Et notamment bien vivre sa classe préparatoire, ça passe par là. Parce que c'est trop sous-côté le fait d'être bien dans sa classe prépa, d'être heureux. Ouais, d'être heureux. Motivé, parce que on le voit, hein, là on a des étudiants qui souhaitent déjà rejoindre nos programmes pour début août. Ouais. On commence début août à les aider, justement pour ce que tu disais, pour que tout le mois d'août ils puissent faire des maths ou d'autres matières, mais vraiment rattraper ce qu'ils n'avaient pas au lycée ou potentiellement prendre de l'avance. Parce qu'en général, comme tu as dit, la différence de niveau elle est vraiment énorme. Ouais. Donc ça ouais, mais c'est vrai que la motivation c'est aussi fondamental si on veut vraiment performer en prépa, et je pense que personne ne peut réussir s'il n'est pas heureux en prépa. Ouais, c'est ça, c'est sûr. En fait, c'est le plus grand d'ailleurs, je pense que c'est un truc qui est très important à dire, c'est le plus grand, c'est la chose qui m'a le plus servi en cube, c'est le fait, en fait on réussit en prépa que si on est heureux en fait. Le bonheur est la clé du succès, ça c'est un professeur qui arrêtait pas de nous le répéter à IPSUP. Que le bonheur est la clé du succès, et moi je pense que c'est véritablement le cas. À partir du moment où on vit bien sa classe préparatoire, qu'on se met beaucoup moins de pression, qu'on prend du recul sur ce qu'on fait, et qu'en fait on est plus là pour le jeu que l'enjeu finalement du concours, ça se passe tout de suite mieux en fait. Moins on a de pression, plus on réussit, et c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué avec mes autres camarades pendant les concours. C'était ceux qui se mettaient le moins de pression, qui travaillaient le plus efficacement, pas forcément le plus d'heures possible, mais généralement il y a quand même une corrélation entre ceux qui travaillent efficacement et ceux qui travaillent le plus en quantité. Comment tu penses que les étudiants peuvent réussir à gérer ça, justement, de voir la prépa comme une sorte de jeu entre guillemets, et non pas uniquement penser au concours pour être au final heureux et prendre plaisir à travailler au final? Moi je pense qu'il faut surtout se dire, moi quelque chose qui m'a énormément aidé à partir de la cube, c'est que tout ce qu'on fait en prépa nous sert dans la vie d'après en fait.
C'est-à-dire que toutes les matières qui paraissent très théoriques, etc., elles ont toutes un intérêt pour la suite. Rien que par exemple la synthèse de texte. Vous allez être amené dans le monde professionnel à devoir synthétiser des documents. Et c'est vrai que la synthèse de texte, bien que ça soit plus dur que ce qu'on va faire dans le monde professionnel, ça aide énormément pour la suite à avoir une pensée carrée, voilà, une façon de réfléchir rigoureuse, etc. Alors que la synthèse de texte, on pourrait se dire en classe préparatoire, ça sert à rien, c'est une matière, c'est du français, c'est une matière qui est là pour me nuire, alors que pas du tout pour la suite, c'est très important. Et je pense que toutes les matières, elles ont quelque chose comme ça, quelque chose à apporter pour la suite, notamment les mathématiques, où en fait, ça rejoint exactement ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Le cours de mathématiques, on a tous des connaissances théoriques sur plein de choses dans la vie de tous les jours. Par exemple, imaginons, il y a une ampoule qui a grillé, donc on sait théoriquement pourquoi ça a grillé, quelles sont les variables, etc. Et en fait, on va devoir utiliser nos connaissances théoriques pour les mettre en pratique et résoudre le problème. Comment je vais pouvoir la redémarrer? C'est exactement ce qu'on fait en mathématiques. On a un cours en amont qu'on connaît, qu'on doit apprendre, pour ensuite pouvoir le mettre en pratique dans les exercices et pouvoir ensuite régler tout type de problème. Et en fait, si on arrive à avoir le recul nécessaire et se dire « Ah tiens, en fait là, je me prépare pour la suite, en fait, en faisant tout ça, je vais arriver dans le monde professionnel avec des compétences que j'ai durement acquises en classe préparatoire », on est tout de suite plus content de pouvoir travailler parce on trouve un sens en fait. Pour moi, pour aimer plus le jeu que l'enjeu, il faut trouver un sens à ce qu'on fait et se dire bon, ben là, je travaille pas inutilement juste pour un concours. Je travaille pour moi, mon épanouissement personnel, ma stimulation intellectuelle. Et je pense que c'est ça la clé en fait de la réussite. Ah, mais c'est vraiment intéressant. Pour le coup, je suis 100% d'accord avec toi. Et c'est bien que tu le mentionnes parce que voilà, je pense que les étudiants vivent très mal leur prépa à cause de ça. Ils disent, en fait, je pense que quand on rentre en prépa, on se dit directement, voilà, la prépa, c'est 2 ans d'horreur ou derrière, on va intégrer une bonne école ou non. Alors que si on prend dans l'autre sens, ça va être un jeu, on va s'amuser, entre guillemets, on va travailler, on va apprendre plein de choses. Au final, si tu parles avec tous les préparationnaires, enfin, moi, tous les gens que je parle au quotidien, ils me disent tous que leurs 2 années de prépa, c'était incroyable, tu vois. Genre vraiment. C'est ça, quand on regarde avec les personnes qui ont intégré, il y a, s'il y a c'est pas vraiment un mythe, s'il y a ce prépa blues, c'est-à-dire ce moment où quand on arrive en école, au bout de 2-3 mois, on se dit ah bah tiens, je m'ennuie, j'ai perdu un sens un peu à ma vie, j'ai plus d'objectifs, etc. Bah, on se dit en fait c'était pas si mal en fait le moment où on était en classe préparatoire. En fait, quand on y est, on se dit c'est horrible, on a envie d'en sortir et se dire enfin on a en tête que l'école de commerce c'est le Graal ultime et que on va pouvoir adorer notre vie à partir de ce moment-là. Mais en fait, la plupart des étudiants en école de commerce ont eu un très bon souvenir de leur classe préparatoire. Et voilà, on limite, entre guillemets, regrette d'en être sorti. Et je pense que c'est vraiment, ça témoigne en fait à quel point l'expérience que vous êtes en train de vivre en classe préparatoire, il faut la vivre à fond. Et surtout se dire, ça passe très très vite. Donc il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Et les meilleurs élèves, généralement, c'est leur mentalité. C'est voilà, j'ai 2 ans devant moi ou 3. Je vais optimiser, quoi. Voilà, comment l'optimiser au maximum, comment ne pas avoir de regrets surtout. Voilà, de se dire ah, j'aurais peut-être dû plus travailler en classe préparatoire, etc. Et donc ils vivent beaucoup mieux leur classe préparatoire parce qu'ils savent que c'est une étape charnière pour la suite de leur parcours. Encore aujourd'hui, on en parle alors que pour certains, ça date d'il y a plus de 4-5 ans, mais tout le monde se rappelle de sa classe préparatoire. Ça prouve que c'est vraiment une étape très importante et que vous devez la vivre à fond, quoi. Je suis d'accord. Maintenant, on va parler un peu des défis que tu as rencontrés. Je suppose que tu as dû en rencontrer si tu as fait 3 ans au final. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que tu n'as pas réussi à intégrer un top 3 en 2 ans? Comment tu as réussi à surmonter ce défi-là pour derrière repartir, intégrer encore mieux? Voilà, raconte-moi un peu. Alors, moi, je pense que ce qui m'a obligé à faire une 3e année, c'était un état d'esprit qui n'était pas le bon, en tout cas en 2e année. La classe préparatoire, en fait, en tout cas moi, je me comparais énormément aux autres. J'avais tendance à surestimer la concurrence aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il ne faut absolument pas surestimer la concurrence. On est tous anxieux en vue du concours, on est tous stressés en vue du concours, et on est tous quasiment préparés de la même manière pour les concours, notamment en prépa parisienne.
Donc moi, j'avais tendance à tout le temps me comparer avec les personnes de ma classe préparatoire et à manquer. Enfin, je m'intéressais beaucoup moins à moi-même, en Ok. fait. Et l'important en classe préparatoire, c'est vraiment de se focus sur soi-même et de voir comment nous, on évolue par rapport à l'étudiant qu'on était au départ. Donc, j'avais Je pense tendance. que le fait de se comparer, c'est mauvais du coup. Moi, je pense que c'est mauvais. Alors, c'est bon à bon escient. C'est-à-dire qu'il peut, imaginons que tu travailles avec un groupe de 4-5 personnes, Mm. se comparer avec le groupe de 4-5 personnes, enfin, tes 4-5 potes de prépa. Je Mm. pense que c'est très utile parce qu'il y a une émulation, on se tire vers le haut, etc. Mais enfin, se comparer avec tout le monde, ça peut être nocif au bout d'un moment parce qu'on se dit ah, ben, j'ai pas ma place ici. Un tel a eu 10 points de plus que moi sur une telle matière. Mm. Lui, il va intégrer une très belle école, moi non. Et en fait, on perd du temps sur notre travail à force de se poser des questions sur des choses qui n'ont pas lieu d'être. Parce que on se pose ces questions ou non, finalement, ça change rien. Faut être proactif. Et là, pour le coup, on est passif et on subit la situation. Mm. Et moi, c'était un peu mon cas. Et aussi, je pense qu'il y a un truc qui m'a fait, enfin, qui a participé à mon échec en deuxième année, c'est le fait que pour moi, la prépa, c'était tout en carré. Et c'est-à-dire que je m'interdisais beaucoup de choses en dehors. Et je pense qu'avoir une vie en dehors de la classe préparatoire, Important. c'est ultra important. En fait, le cerveau, c'est comme un muscle. Enfin, c'est un muscle. C'est-à-dire que il y a des moments où vous le faites travailler, mais pour qu'il gagne en volume, et notamment donc en capacité, il y a aussi des temps de repos. Les bodybuilders qui vont à la salle de sport, ils y vont pas 14 heures par jour et tous les jours. Il faut qu'il y ait un moment donné où il y a un jour de repos, 2 jours de repos, le soir il se repose. Et lors des moments de repos que le muscle il grossit. Et pour moi, la classe préparatoire, en fait, c'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire qu'il faut avoir des moments où on se repose. C'est primordial pour pouvoir progresser parce que ça nous permet de prendre l'air déjà, de souffler, et ça permet de ne pas être en surcharge. Et donc, à un moment donné, de faire, voilà, Sur régime. ouais, un sur-régime. Voilà, exactement, un sur-régime. Enfin, on arrive et ça explose et là, on peut plus rien faire. Mm. On arrive. Donc là, moi, je pense que c'est ultra important d'avoir des moments de pause, de repos. Voilà, et ça passe par le sport, ça passe par sortir avec ses amis, ça passe par voir sa famille, Ouais. et ça passe par bien dormir aussi. Moi, je vois beaucoup d'étudiants aussi qui sont en manque de sommeil. Et ça, c'est pas possible Qu'est-ce en que tu classe penses préparatoire. du sommeil en classe prépa? Je pense qu'il faut, si vous avez besoin de dormir 10 heures, dormez 10 heures. Si vous avez besoin d'en dormir 4, vous en dormez 4. Mais moi, par exemple, je sais qu'en carré, j'étais constamment en manque de sommeil. Et donc, la journée, on n'est pas productif parce qu'on se dit, bah, je vais attendre ce soir pour me On dort à reposer. moitié, ouais. Voilà, on se dit, voilà, on dort à moitié, tu as des choses de prévues sur ton planning. Et tu te dis, bon, ben, comme je suis pas à 100% de mes capacités, je les ai pas finis à 22 heures, donc je vais me rajouter 1 heure pour tout finir, etc. Et au final, on se retrouve avec encore moins de sommeil. Et c'est un cercle vicieux qui n'en finit plus, quoi. Donc, si j'ai un conseil, c'est ce que j'ai mis en application en cube, c'est de dormir le temps que vous avez besoin. Par exemple, ça m'est déjà arrivé en cube, alors c'est différent, c'était en prépa privée, mais parfois de me lever à 10 heures alors que j'avais cours le matin, parce que j'étais fatigué de la veille et que je sentais que si jamais je dormais pas assez, j'allais pas être productif le lendemain matin. Mhm. Et pour moi, une journée de 5 heures productives l'après-midi est beaucoup plus rentable qu'une journée devant son bureau à rien faire pendant 14 heures, quoi. Ouais, ça va. Donc le sommeil, c'est ultra primordial. Et si vous avez, enfin, il faut dormir le temps que vraiment vous avez besoin. Parce que sinon, vous allez arriver au concours. Faut pas oublier que c'est un marathon, la classe préparatoire. Vous allez arriver au concours fatigué. Et c'est la pire chose possible parce qu'en carré, je suis arrivé au concours fatigué. Et alors que c'est le moment où il faut tout donner. Et voilà, quand on a trop utilisé de carburant avant, bah, on n'a plus rien à donner. Et donc, on performe en dessous de ses capacités réelles, quoi. Mm. Donc, ouais, moi, je pense que le sommeil, c'est quelque chose d'ultra important. Il faut pas lésiner dessus, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, n'importe quel étudiant qui réussit vraiment, ou même sportif ou quoi, hein, Mm. de manière générale, a besoin de vraiment bien bien dormir Mm. pour éviter justement de saturer et de ne plus avoir envie derrière de travailler alors que c'est quand même la base de la classe prépa, quoi. Ouais. Ok, maintenant, une question un peu plus technique par rapport aux fiches. Mm. Tu m'as dit au début, avant qu'on commence, que tu avais une manière un peu unique. Particulière, ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais. Qu'est-ce que tu penses toi, aujourd'hui de faire des fiches en prépa? Ouais. Alors, c'est pas une manière unique de faire des fiches. Je pense qu'il y en a plusieurs d'entre nous, ou même de ceux qui sont en classe préparatoire, qui adoptent cette technique.
Mais c'est vrai que j'utilisais énormément Anki en classe préparatoire. Pas forcément que pour les langues, mais aussi pour des matières type géopolitique, par exemple. Et je fichais exclusivement, enfin quasiment tout sur Anki. Parce que, notamment en géopolitique, quand on a une idée, le fait de ficher sur Anki, d'avoir une idée et un exemple associé, ça veut dire que quand on fait notre plan et qu'il y a une idée qui arrive, eh ben, on a tout de suite l'exemple associé parce qu'on l'a vu sur Anki. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que on a, par exemple, je sais pas, depuis les années 60, il y a eu beaucoup d'impérialisme en Afrique. Et puis là, on va mettre un exemple. Non, il y a eu beaucoup de guerres civiles en Afrique depuis les années 80. Exemple, guerre d'Algérie. Voilà, plein d'autres exemples. Et donc là, le fait de se dire, par exemple, dans notre plan, ah ben dans le grand 1, petit a, je vais devoir mettre. Il y a eu beaucoup de guerres civiles en Afrique. Bah, comme je l'ai vu sur Anki plusieurs fois, je sais quel est l'exemple associé directement. Mm. Et donc, déjà, ça permet, en termes enfin, sur le plan, d'aller très vite et d'avoir les exemples associés. Et notamment en colle, ça peut servir aussi. Ouais. Euh, Comme t'es colleur de géopolitique, hmm, c'est ce que tu conseilles du coup à tes étudiants? ouais, c'est ce que je conseille à mes étudiants. C'est, alors, de un, faire un Anki de géopo. Moi, ce que je faisais, par exemple, c'était que j'avais un module, enfin, j'avais une catégorie Afrique et Moyen-Orient, puis 3 sous-catégories références, exemple, date. Ok. Et donc, je faisais exactement comme ce que je viens d'énoncer. Donc, une idée, un exemple associé, une idée, un exemple associé. Et quand j'avais envie de réviser l'Afrique et le Moyen-Orient, ben, j'allais sur Anki, je révisais toutes mes cartes d'un coup. Ça pouvait me prendre 3-4 heures, ou ouais, de 3 heures maximum. Et voilà, je relisais. Au bout d'un Du coup, moment, t'arrives devant le sujet, tu voilà, déjà un tu peu. sais, tu as quasiment tout vu. Enfin, tu as quasiment vu tous les exemples qui vont pouvoir être utilisés. Mais un truc qui est aussi très important à dire, et ça, très peu d'étudiants le font, c'est de s'exercer dans ces matières-là. C'est-à-dire de faire des plans par soi-même. C'est-à-dire, on est très axé en géopolitique à tout le temps apprendre, voilà, à réciter des fiches, à réciter des fiches, à réciter des fiches. Alors qu'au concours, on est jugé sur la réflexion d'un plan. Et très peu de personnes, en dehors des DS, s'exercent à faire des plans tout seuls Mm. chez eux. Par exemple, un truc qui m'avait bien aidé, c'était qu'en cube, au concours blanc, donc juste avant les concours, j'avais eu 6, donc j'avais minoré le concours blanc en géopo. J'avais minoré le concours blanc en géopo, et ça, c'est parce que j'avais pas du tout assez fait de plan en cube. J'apprenais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, je faisais moins de géopo, mais ça, on en reparlera ensuite. Mais je m'étais très peu exercé, et donc au concours blanc, je me suis retrouvé avec un 6 parce que mon argumentation n'était pas la bonne sur le sujet. Et j'ai eu J'ai eu peur à ce moment-là un peu. j'ai eu peur un peu à ce moment-là. Je me suis dit, bon, ok, j'ai progressé dans toutes les matières sauf en géopo. 6, c'est quand même, alors que j'avais eu 15 au concours de l'année passée, je me suis dit, oh là, je suis en train de perdre un peu pied dans cette matière. Et donc pendant les révisions, je me suis dit, bon, ok, bah là, je fais un plan par jour. C'est-à-dire, je me mets Ouais. un sujet sur 1 heure, tu fais le plan. Le lendemain, un sujet sur 1 heure, tu fais le plan, etc., etc., etc. Et en fait, au concours, je suis arrivé très rodé et je pouvais faire des plans en 45 minutes. Tout. Ouais, voilà, sur tout type de sujet. Et voilà, c'est très machinal. Et finalement, ça a plutôt bien fonctionné. Donc le fait de faire des plans et de s'entraîner à problématiser des sujets, etc., c'est le plus important. Notamment à l'écrit, parce que c'est ça que le correcteur voit, c'est comment on réfléchit sur n'importe quel sujet. Et ça, si on s'exerce pas, ben, c'est compliqué Ouais. de pouvoir le mettre à profit le jour J, quoi. Mm, c'est sûr. Et du coup, tu disais par rapport à la géopo, tu travailles moins la géopo? Ouais, je travaillais moins la géopo en cube parce que j'avais eu des bonnes notes en carré. Et j'axais beaucoup plus mon travail sur la CG et les mathématiques. Est-ce que tu penses, enfin, du coup, j'en conclus que tu penses qu'il faut prioriser. Les matières sur lesquelles on a un peu. Enfin, pour moi, le profil typique de quelqu'un qui en cube réussi, c'est le cube qui est plutôt homogène. Ok. Plutôt homogène, qui a pas de 20 dans une matière et 8 dans l'autre, quoi. Le but, c'est d'essayer d'avoir du 14-15 un peu partout pour ne pas mettre ses œufs dans le même panier Mm. et ne pas se dire, ah ben si je rate ma matière forte au concours, c'est fini pour moi. Donc, effectivement, moi j'avais fait une erreur, c'était que je pensais que la géopo, j'allais garder mon 13 et 15 si jamais j'arrêtais, mais finalement, évidemment, ça se perd. Mais je pense qu'il faut quand même prioriser les matières sur lesquelles on est un peu en difficulté, tout en maintenant son cap dans les autres matières, Mm. et ne pas vraiment axer et de se dire, bon, ben, je suis bon en géopolitique, je vise le double 20 ou le double 19, et le reste, je vais essayer d'avoir du 11 en les travaillant très peu, parce que c'est le pire moyen de se faire sanctionner au concours et d'avoir un set qui sort de nulle part et
qui t'annihile plusieurs écoles, quoi. Ouais. Donc le but, c'est d'essayer d'avoir vraiment un profil très homogène pour pouvoir vraiment miser sur toutes les matières. Pour revenir rapidement sur ton rôle aujourd'hui de colleur, parce Ouais. que c'est quand même extrêmement intéressant pour ceux qui nous regardent. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu apportes à un étudiant aujourd'hui de prépa Mm. en tant que, donc, pour toi, colleur, lui qui est étudiant, toi, ancien étudiant aussi récemment, qu'est-ce que tu lui apportes Ouais. Voilà. Moi, je pense que je lui apporte de la confiance. Et ça, c'est le plus important. C'est d'être confiant, de ne pas se dire. J'en ai vu plusieurs arriver en colle de maths et se dire bon, bah, si une colle de maths, je suis mauvais en maths, ça va être une mauvaise heure à passer. Voilà, je vais essayer de stagner devant une question en attendant que l'heure passe, etc. Et je vais rien proposer pour m'améliorer. Je pense que C'est c'est une drôle grosse erreur. de voir des étudiants, parce que bon, tu étais quand même il y a Ouais. 2 ans. C'est-à-dire que tu sais Ouais. comment. Je vois aussi quand ils essayent, tu vois, Ouais. d'arnaquer ou de faire des petites ristournes à Des semblants, ouais. l'oral. Voilà, donc en fait, je me dis, j'ai été étudiant il y a même pas un an. Moi aussi, j'ai tenté de faire des choses comme ça se voit. Et comme t'es intégré, enfin, comme t'as très peu de différence d'âge avec eux, c'est beaucoup plus familial en fait Ouais, c'est l'école avec. amical, quoi. Enfin, Ouais, amical, c'est agréable, on se tutoie. Enfin, c'est beaucoup moins austère que une colle avec un jury plus âgé. Alors, ça a des avantages et des inconvénients, parce que c'est vrai que le jour J, on va pas pouvoir être très familial avec son jury, mais ça permet, enfin, faut le voir comme une heure de soutien plus que comme une heure de colle. c'est exactement. Enfin, c'est virage prépa, quoi. Ouais, c'est ça, Ce que exactement. tu racontes, c'est exactement l'objectif de virage prépa et Ouais, c'est pourquoi il a été créé. C'est plus de soutien app- que de colle, quoi. voilà, Mm. apporter à des étudiants en classe prépa EC scientifique une valeur ajoutée, quelque chose de vraiment différent de ce qu'ils ont déjà au lycée. Mm. Parce que moi, je pars du principe que si on a des personnes comme toi, Mm. et qu'en plus, d'ailleurs, on a des personnes agrégées qui ont passé les concours voilà, il y a longtemps, Mm. bah, je vois pas comment on peut ne pas réussir, honnêtement. Ouais, parce qu'en fait, tu fais face à. En fait, au concours, faut savoir que dans toutes les matières, faut plaire au correcteur moyen, Ouais, tu c'est vois. ça. Et par exemple, moi, j'ai remarqué que dans les grandes prépas, pas forcément les prépas privées, mais dans les grandes prépas parisiennes ou versaillaises, parfois, dans des matières, ils ont plusieurs profs, tu vois. Ouais. Plusieurs profs de Ça, on a maths, déjà dit ça. voilà, plusieurs profs de géopo. Et en fait, quand, par exemple, un professeur de géopo, il te dit A et que l'autre sur ta copie te dit B, tu sais que, en fait, au concours, ce que tu as fait, ça peut être clivant. Tu vois, ça peut. Bah, si jamais tu tombes sur le correcteur, que tu as fait B alors que l'autre, il veut A, Ouais. bah, tu vas te faire sanctionner et vice-versa, tu vois. Et donc, tu te dis comment je peux prendre son conseil et prendre le conseil du premier prof et le conseil du deuxième prof pour faire un mix et plaire au correcteur moyen pour me dire, en fait, le but, c'est vraiment de lisser au maximum ce qu'on Mm. fait, quoi. Pour ne pas se faire sanctionner par un correcteur. Franchement, la variable correcteur, elle peut être. Enfin, on peut y faire face en faisant la chose la plus lisse possible. Et donc, ça passe par prendre les conseils de n'importe quel prof sur un travail pour ensuite se dire bon, ben, faut pas que j'oublie que ce professeur-là, il préfère les exemples Ouais. aux idées et lui, il préfère les idées aux exemples. Donc, il faut que j'ai des bonnes idées, des bons exemples. Je vulgarise un peu, mais c'est un peu ça Ouais. l'idée. Faut pas que j'oublie que ce professeur-là, en culture générale, il préfère la philo et lui, il préfère le français. Enfin, la littérature, la peinture, donc il faut que je mette les deux, etc. etc. Et c'est exactement la même chose à l'oral. Un professeur âgé, peut-être il va préférer une manière plus. Il va préférer par exemple le résultat. Mhm. Je dis un peu n'importe quoi, mais j'essaye un peu de donner des idées. Il va préférer le résultat de ta question, et puis le professeur, l'étudiant, enfin en tout cas celui qui a 50 plus que toi, lui il va préférer la manière dont tu exposes ton raisonnement. Mm. Donc il faut que tu plaises aux deux. Et donc Ok. et en fait pour moi c'est la force des très grandes prépas, c'est qu'ils ont parfois plusieurs professeurs pour une seule matière, alors que dans des petits prépas parfois tu peux même ne pas avoir de professeur pour une matière. Ah ouais. Donc avec des profs d'anglais par exemple qui sont pas là, des professeurs, voilà, il y a des prépas quand même. Moi, je le vois avec des personnes qui ont intégré, qui sont dans ma promotion et qui ont eu enfin, qui viennent de petites prépas. Parfois, ils étaient obligés de préparer certaines matières en candidat libre. Ah ouais. Et donc là, c'est très compliqué de pas pouvoir. Enfin, là, on est obligé. Pour moi, il faut faire appel à une structure de soutien parce que sinon, on travaille à l'aveugle. Mm. Et pour un concours, c'est quand même assez dangereux. Ce que je remarque de plus en plus, parce que bon, ça fait quand même maintenant un petit moment que ça existe, c'est qu'en fait, les étudiants dans les prépas moyennes n'ont vraiment pas conscience de l'enjeu de la prépa. Mm.
et surtout de la difficulté du concours. Ouais. Et ça, je l'ai vu cette année particulièrement, Mm. parce que là, on est le 6 juillet, Ouais. les résultats sont tombés. Et ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup d'étudiants pensaient que ça allait être plus facile que ça, Mm. parce que voilà, ils ont fait 45 fois les annales depuis 2018, et qui se disent, ok, c'est bon, en maths, je vais décrocher une très bonne note. Sauf qu'ils arrivent le jour du concours et c'est absolument pas ce qu'ils pensaient. Ouais. Et c'est là où je pense qu'il y a vraiment une différence énorme entre les grandes prépas et les moyennes prépas. Ouais. C'est que les très grandes prépas arrivent à transmettre aux étudiants l'importance de décrocher un top 3, la difficulté qui les attend au concours. Parce qu'au plus tu es préparé, au plus au final tu trouves ça facile. Ouais, exactement. Dans les prépas classiques, c'est l'inverse. Et forcément, les étudiants après sont tristes et sont déçus parce que ils se voyaient déjà dans un top 5 ou même un top 3 et au final ils se retrouvent dans un top 7, 8. Ouais. Ça, je pense que c'est vraiment difficile. Et c'est pas la même manière de corriger en fonction des prépas aussi. Ouais, ça aussi, ça joue beaucoup. Ça joue, par exemple, dans une petite prépa, on a tendance, je sais pas, à avoir un 14 dans une école de langue parce que le reste de la classe est moins bon. Enfin, la classe est moins bonne en tant que telle. Mais notre 14, en réalité, en parisienne, il vaut un 7, quoi. Ouais. Ça peut vraiment être une différence de 7 points. Et là, on se dit, tu vois, c'est un peu Enfin, on est biaisé un peu parce qu'on se dit, bon, j'ai 14 à toute l'école d'espagnol, par exemple. J'ai pas plus besoin de travailler cette matière. Donc, on la néglige, on la travaille moins. Et ensuite, on se fait sanctionner au concours. Et comme on peut passer qu'une seule fois la colle, bah, on tombe de haut, quoi. D'où l'importance, je pense, sincèrement, vraiment, de se faire pas forcément accompagné par une structure ou quoi. Voir un peu ce que ça vaut dans d'autres structures, quoi. Voir ce que ça donne chez les autres. Nous, je sais qu'au sein de Virage Prépa, on force les élèves à faire des cours collectifs en plus de ceux qui sont individualisés. Pourquoi ? Parce que on les met justement avec des étudiants de grandes prépas parisiennes, Henri IV, Louis le Grand, Grandchamp, Danielou également. On les met avec ces étudiants-là qui, eux, viennent de petites prépas. Et pour eux, c'est une chance énorme de voir comment ils réfléchissent, comment ils travaillent, pour discuter avec eux. Et ça, je pense que c'est vraiment une plus-value énorme. Tu le vois aussi dans les grands prépas où il y a un système de tutorat, de mentorat qui, entre ceux qui étaient là une année avant toi et puis toi, quand tu arrives, on te donne tous les conseils. Enfin, tous les deuxièmes années te donnent leurs conseils, etc. Tu gagnes beaucoup plus de temps que quand tu as une petite prépa et qu'il n'y a personne dans la promo d'au-dessus qui a intégré l'école que toi tu veux avoir. C'est exactement ça. Et tu perds énormément de temps. Chaque personne qui rejoint Virage Prépa rejoint aussi en partie grâce à ça parce que en plus des heures de cours, ils ont un mentor qui est passé par HEC CP qui est disponible toute la semaine pour leur dire comment s'organiser, comment travailler. Et ça, dès le 1er août, là, donc dans quelques jours, enfin dans un mois à peu près. Et ça, honnêtement, c'est vraiment une chance énorme. Et ceux qui ne sont pas dans des très grandes prépas, vous n'aurez pas accès à ça. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à faire appel à nous. Mais ouais, pour le coup, je suis 100% d'accord que le mentorat, et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai décidé de le mettre au sein de Virage Prépa, parce que j'ai bien vu l'importance. Là, cette année encore, j'ai une étudiante qui ne devait pas du tout intégrer un top 8. Au final, elle a réussi à décrocher un top 6, alors qu'elle a failli passer en deuxième année. Et grâce justement à son mentor qui était vraiment présent. Et à la fin, ils sont quasiment devenus amis en fait. Parce que voilà, il y avait une vraie relation amicale et professionnelle aussi à la fois entre eux. Et elle m'a dit que c'était vraiment grâce à lui qu'elle avait intégré. Donc, être sous tutelle, c'est la meilleure chose possible pour pouvoir réussir au concours. Parce qu'on a l'expérience de personnes qui ont réussi. Et généralement, ça se recoupe pas mal avec les autres, quoi. Enfin, les conseils que les gens donnent, généralement, de ceux qui ont réussi, ils sont plutôt similaires entre eux, quoi. Puis, en fait, la seule difficulté, c'est vraiment de se dire, je lui fais confiance. Mais à partir du moment où vous débloquez cette confiance avec votre mentor, vous avez juste à suivre et c'est des rails, quoi. Vous perdez pas de temps à réfléchir, à se dire est-ce que ma méthode elle est bien, est-ce qu'elle est pas bien, etc. Et ça, c'est des pensées nuisibles qui vous en fait vous poussent à être beaucoup moins productif. Alors qu'avec un bon mentor, c'est de pas avoir à réfléchir et d'avancer jusqu'au concours. Et le mentor est là pour ça aussi, quoi. Et surtout qu'il donne les attendus du concours. Et ça, c'est pas les attendus du DS, de votre professeur, l'attendu de la colle avec un tel. C'est vraiment qu'est-ce qui est attendu au concours. Enfin, c'est ce qui compte. On a beau être 45e de classe, si au concours on performe, finalement on va retenir que ce qui s'est passé au concours, pas ce qui s'est passé avant au DS, etc. Et ça, moi je le vois aussi avec beaucoup de mes étudiants, c'est beaucoup trop d'inquiétude et de concentration sur le court terme.
sur la colle qui arrive, sur le DS qui arrive, et on oublie un peu le concours alors que c'est ça quand même le plus important. Le plus important, et ça c'est quelque chose par exemple en cube qui m'a bien aidé, c'est que en fait il faut arriver à faire se décrocher des notes. Se décrocher des notes parce qu'en soi, enfin, moi la pire chose, je sais qu'en prépa ce qui m'inquiétait le plus ou ce qui pouvait parfois m'énerver, c'était voilà, le fait qu'il y ait un DS qui arrive dans 3 jours sur un sujet que j'ai pas vu, et je me dis, bon, ben, je vais perdre mon temps sur 4 heures, encore, parce que je sais qu'au concours, je saurai, comment dire, je saurai le cours à ce sujet-là, mais là, je le sais pas, donc je perds mon temps, etc. Et il faut avoir la maturité et le recul nécessaire de se dire, bon, ben, si je le rate, enfin, si jamais j'arrive vraiment pas à m'en sortir et que je le rate, ça veut rien dire sur mon niveau. Ça veut rien dire sur. C'est pas parce que voilà, j'ai eu 6 à un CB sur un sujet que j'avais pas encore vu, que j'ai pu voir pendant les révisions, que je vais avoir 6 le jour J, quoi. Faut avoir la maturité et la décence de se dire, c'est pas, les notes ne reflètent pas ce qui va se passer au concours. Et ça, il y a peu de gens qui arrivent à vraiment se décrocher des notes, et c'est la plus grosse difficulté pour moi des élèves en classe préparatoire, quoi. En tout cas, merci pour ces conseils. On a Adam en face de moi et de vous, donc Virage Prépa, qui vous donne tous les conseils pour réussir. Il est colleur à IP Sup, colleur à Janson de Sailly. Donc je vous conseille vraiment, vraiment d'écouter ce qu'il dit, d'appliquer ce qu'il dit aussi. Parce qu'il est passé par là où vous êtes sûrement, où vous allez peut-être passer. Donc voilà, écoutez vraiment ce qu'il dit, et ce sont aujourd'hui des très bons conseils. Donc encore une fois, merci à toi, Adam. Je t'en prie, Valentin, merci beaucoup. Concernant maintenant des conseils, comme je t'ai dit, comme je viens de dire, tu es colleur de géopolitique maths dans un lycée parisien. Quel conseil t'aurais à donner aujourd'hui en géopolitique et en maths aux étudiants de classe prépa qui veulent vraiment exploser leurs résultats et qui ont potentiellement des difficultés? Alors en géopolitique, je pense que ce qui est important de savoir, c'est que, il faut raisonner en termes de catégorie de notes. C'est-à-dire que si vous avez un 6 ou un 11 par exemple, c'est qu'il y a quelques différences, et en fait en prépa on a tendance à se dire c'est une matière un peu aléatoire, entre un 6 et un 11 ça va dépendre du correcteur. Et c'est là où je pense que c'est une grande erreur. C'est que, il faut avoir en tête qu'en géopo, vraiment, il faut raisonner en termes de catégories. Par exemple, si vous avez en dessous de 6-7, vous avez fait un hors-sujet complètement. Et c'est pas. Enfin, 6-7, c'est hors-sujet. Et à la rigueur, il y a aussi des maladresses d'expression. C'est-à-dire que vous avez du mal à écrire et à rédiger correctement et à exposer clairement vos idées à l'écrit. Entre 7 et 9, je schématise un peu, hein. Entre 7 et 9, hors sujet, mais vous écrivez bien. Vous écrivez bien ce que vous dites, et il va y avoir quelques idées, quelques exemples qui vont être dans le sujet, quoi. Entre 10 et 14, c'est un sujet, ce qu'on appelle nous tâche d'huile, c'est-à-dire que vous avez partiellement traité le sujet, il y a quelques parties hors sujet, mais globalement, c'est dans le sujet, quoi. Vraiment, c'est dans le sujet, il y a des exemples, il y a une problématique, vous avez fini votre copie. Ça aussi, c'est ultra important de finir sa copie. Et pour moi, au-dessus de 15, c'est voilà, vous êtes dans le sujet. Et en fait, ce qui va faire varier en termes de catégorie, donc 15, 20, 14, 14, 10 et en dessous de 10, ça va être les exemples. En fait, votre plan, votre réflexion va vous permettre d'être dans une catégorie. Et ensuite, ça va entre un 15 et un 19, par exemple, ce qui va faire la différence, ça va être les exemples que vous avez mis en place dans la copie. Et en fait, c'est comme ça qu'il faut arriver à se dire, qu'il faut arriver à raisonner en géopolitique. Entre un 14 et un 10, la seule chose qui change, bon, plutôt 14 et un 12, c'est que le 14 a mis des exemples un peu plus variés que celui qui a eu 12. Mais grosso modo, les deux ont fait un plan un peu similaire, et ils sont partiellement dans le sujet. Donc ça, c'est la chose la plus importante à avoir en tête en géopo. Il faut viser une catégorie de notes, et ensuite les exemples, ça permet de faire varier la note dans cette catégorie. Donc d'abord la réflexion, et ensuite les exemples. Et ça passe, les exemples, voilà, si on veut atteindre les sommets en géopolitique, ça va être avoir des exemples que peu de préparationnaires ont, et ça passe par des lectures personnelles, ça passe par lire l'actualité, ça passe par voilà, aller sur les sites et trouver des exemples qui ne sont pas dans le cours de votre professeur, si vous n'avez pas la chance d'avoir un très bon professeur. Et ça passe, voilà, ça passe par une documentation personnelle, et par des références aussi qui sont très variées. Donc ça, si on n'a pas la chance d'avoir un bon professeur, le fait d'avoir un mentor ou un tuteur en géopolitique, qui a déjà qui a encore des fiches à ce sujet-là, ça peut également vous aider. Et donc, je pense que c'est le plus important à avoir en tête en géopolitique. Et en ce qui concerne les mathématiques, pour exceller,
Il n'y a pas 36 000 solutions. C'est d'abord le cours. Il faut que vous connaissiez votre cours parfaitement. C'est-à-dire sur le bout des doigts, c'est par cœur. J'ai même l'image d'un de mes camarades de classe préparatoire qui, lui, apprenait son cours, prenait ensuite une pochette plastifiée ou une ardoise Velleda, un tableau Velleda, et il recopiait ensuite tout son cours, quoi. Il le recopiait et mot pour mot. Il existe, c'est pas un pour tout. X particulier, c'est pas pour tout X, etc. Donc, c'est pour pouvoir manipuler correctement les signes en maths. Donc, voilà, son cours parfaitement. Les exercices basiques, c'est pas parce qu'on vise une parisienne qu'il faut, une fois qu'on a pris le cours, aller directement plancher sur des ESSEC ou des HEC des années 2010 ou etc. Il faut quand même se concentrer d'abord sur les maths, sur les exercices basiques type EM et DEC. Et ensuite, là, le fait de consolider la base et des QM, ça permet ensuite de se confronter à des exercices beaucoup plus difficiles. Et moi, quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y avait pas forcément besoin de faire énormément d'annales. Il y a beaucoup de personnes qui font des annales, ça marche très bien. Enfin, moi, je sais que c'est quelque chose qui me faisait un peu, qui me rebutait un peu. C'est parce que les annales, c'est pas forcément que 4 heures, quoi. Il y a 4 heures, ensuite il y a le temps de correction, etc. Ça prend 6 heures. Et au final, on peut se retrouver devant une annale HEC, une annale ESSEC, et rien faire pendant 4 heures parce que c'est trop difficile. Et finalement, on a perdu 6 heures dans notre journée, alors que si on avait pris le polycopier d'un des cours et qu'on avait refait une 4e fois des exercices classiques, ça peut beaucoup plus nous apporter que faire une annale impossible à faire. Et donc, voilà, moi je pense que moi, un truc qui m'a bien aidé aussi en mathématiques pour progresser, c'est à la place de faire des annales, c'est de faire des exodoraux pour les écrits. Parce qu'on est sur des sujets plutôt courts et tu sais que tu vas pas y passer énormément de temps, mais ça va être, là, ça va mobiliser vraiment tes capacités à faire face à des questions difficiles très rapidement. Et tu mets un chronomètre, ça aussi très important de se mettre un chronomètre en maths, prendre une feuille, faire comme si on était au concours avec on souligne en rouge. En fait, il faut vraiment se mettre dans l'optique de on est en train de passer le concours et on adopte les techniques du concours, à savoir on souligne en rouge, on écrit vite, on fait pas de rature, on prend un blanco si jamais on a mal écrit, on a une feuille de brouillon à côté et on s'entraîne à faire des exercices d'oraux sur tous les chapitres possibles. Et ça permet, devant une annale, de pouvoir gratter des questions à droite à gauche, de pouvoir être concentré pendant une bonne petite heure. Ensuite, on prend une petite pause et on repart pour une petite heure. Et moi, je pense que c'est une bonne manière de fonctionner, de travailler sur des planches d'oraux que travailler directement sur des sujets d'écrit parce que c'est pas forcément très utile. Écoute, Adam, merci beaucoup pour tous ces conseils que tu as livrés aujourd'hui. Je pense que ça a vraiment, vraiment été un très bon podcast. Avec plaisir. Pour rappel, hein, Adam est colleur au sein d'un grand lycée parisien en maths, en géopo. Également entretien de personnalité à Janson de Sailly, à Paris. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Encore une fois, abonnez-vous, likez la vidéo pour qu'on puisse continuer ce genre de contenu à vous proposer gratuitement. Et c'était Valentin et Adam pour Virage Prépa. Merci. Merci beaucoup.